Nous avons bien parlé des études randomisées, mais nous sommes, dans la plupart de nos services, face à des patients, face à au monde réel. Et souvent, une sténose hyperserrée fera l'objet d'une dilatation, je suis d'accord avec Michel Henry. Mais il faut quand même tenir compte des études randomisées qui ont été acceptées par les comités de lecture du New England et de Circulation. Et on en tient compte quand même, mais il y a le monde réel. Le monde réel, c'est des patients polyvasculaires dont on doit prendre en charge l'avenir. Les sténoses des artères rénales entraînent un risque majeur d'hypertension maligne et de néphropathie ischémique. Il ne faut pas l'oublier. En fait, je vais faire un exposé technique. Quelles sont les techniques de revascularisation rénale? La chirurgie par endartérectomie et pontage, Michel, tu ne la fais pas faire. Mais moi non plus. La dilatation par ballonnet, oui. Avec stent, encore plus. Si on fait une chirurgie des artères rénales, parce qu'il y en a quand même encore, il faut que ça soit fait par un chirurgien vasculaire expérimenté. Les artères rénales sont profondément placées dans le corps, assez haut, proche du diaphragme, et il faut des équipes entraînées à ce type de chirurgie, sinon c'est une catastrophe. Nous pratiquons la chirurgie souvent pour des complications. Mais l'angioplastie rénale, et c'est un chirurgien vasculaire qui vous parle, a été une nouvelle solution thérapeutique extraordinaire. Il faut l'avouer. Les pionniers, certains les ont connus. Le docteur Zeitler de Nuremberg, le docteur Grünzig, allemand-suisse et ensuite à Atlanta, et le fameux Charles Dotter, le roi de la dautérisation des artères, première étape à l'angioplastie. Et Grünzig a été le premier en 1978 à décrire la technique de ballonnet pour traiter les artères rénales. Ça, on ne peut pas l'oublier. C'est récent. Ensuite est arrivé Palmaz, 86. Ça a été une révolution. Et je pense que le stent est un instrument chirurgical. Alors, on va s'attaquer aux plaques juxtaoxiales par la plupart du temps un stent prémonté sur ballonnet grâce à l'introduction d'un cathéter guide. C'est en gros la technique actuelle. Michel, tu es d'accord? Quelles sont les indications? Ça a été dit, mais enfin, sténose à plus de 70%, oui, 40%, on laisse ça aux cardiologues médicaux. Hypertension maligne ou mal contrôlée, OAP flash ou récidivant, et souvent il y a des coronauropathies associées, on fait le choix de ce que l'on va faire en premier. Alors, dans l'angioplastie rénale, il y a des choses très importantes à considérer sur le plan technique. Le profil du ballon. Un gros ballon à l'ancienne ne passera pas bien. Le support, si vous n'avez pas votre support intracathéter, vous n'arriverez pas à vos fins. Le positionnement, il faut avoir une bonne vue et une bonne vision radiologique, d'où de très grandes salles. Le temps d'intervention, je pense que sauf difficulté technique de cathétérisme, en 20 minutes, 25 minutes, ça doit être bouclé. Hein, Michel? Produit de contraste, je le dilue systématiquement à 50% pour des images qui n'ont pas grand intérêt mais qui vont vous guider. Et surtout, des produits de contraste les moins néphrotoxiques possibles. Alors, quel est le taux de réussite d'après la littérature? Michel, c'est 100%. La littérature mondiale, c'est 98%. Donc c'est à peu près ça. C'est faisable.
Techniquement, on peut tous y arriver. Alors, il faut savoir qui fait l'angioplastie rénale. Le cardiologue interventionnel, oui. Le radiologue vasculaire, oui. Le chirurgien endovasculaire, oui. Ça fait que tout le monde le fait, mais on choisit en principe le meilleur de l'équipe dans un établissement. Et le chirurgien a tout en main. Ce sont ces nouveaux chirurgiens vasculaires qui ont à leur portée de main la chirurgie, le pontage, la radiologie interventionnelle. Alors, personne n'a montré d'image de ces nouvelles imageries radiologiques rénales. C'est quand même le dénominateur commun. Vraiment, il y a eu des progrès énormes sur ce plan-là, avec même les fusions maintenant des images, mais ça coûte très cher. C'est plusieurs millions d'euros, de dollars. L'écho-Doppler, ne l'oubliez jamais, même si vous avez un patient obèse, un bon opérateur écho-Doppler vous mettra sur la voie et verra des pics de vélocité déterminant les sténoses rénales. L'angioscanner, c'est un merveilleux instrument. Vous devez le demander avec reconstruction 3D, même si ce ne sont pas des images réelles, ce sont des reconstructions, vous aurez quand même une idée, plutôt en scanner, car vous verrez les plaques athéromateuses, les plaques calcifiées, ce que ne fait pas, en principe, l'IRM. L'IRM ne voit que la lumière, ne voit que les sténoses, donc je préfère personnellement le scanner. La salle de cathétérisme, on en a des exemples ici d'utilisateurs. Il faut un système sophistiqué. Si vous vous lancez dans un petit ampli d'il y a 30 ans, vous aurez du mal. Il va chauffer, vous n'allez pas avoir la netteté d'image, pas de zoom. Vous faites attention aussi à la radioprotection de votre patient, de vous-même et de votre personnel. Et vous pouvez aussi travailler au bloc opératoire avec un arceau mobile, amplificateur de brillance. C'est un coût également, mais il y a des limites d'utilisation. J'ai pris l'exemple d'une très belle salle que j'avais connue à l'Arizona Earth Institute, mais je crois que ces arceaux fixes avec source plate, table de carbone et opérateur dépendant à la manette, comme la City Clinic de Bulgarie, du docteur Petrov, je crois que c'est quand même l'avenir. Certaines salles font plus de 100 mètres carrés au sol et je crois que là, la grandeur ne nuit pas. Vous devez utiliser un injecteur de produits de contraste. Certains services de chirurgie vasculaire n'en ont pas. Vous gagnez beaucoup de temps sur l'injection à la main et vous aurez une idée d'emblée de la réalité de vos sténoses. Le cathéter guide, c'est l'instrument majeur. Si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas faire votre angioplastie. Et il faut faire un cathétérisme sélectif. Alors vous avez les crosses de hockey, vous avez les semi-courbes, 90 degrés. Vous devez le choisir et faire un bon cathétérisme grâce à des plateformes coronaires avec guide 0,18, 0,14 que vous pouvez des fois préformer pour mieux rentrer dans l'ostium rénal. Les nouveaux ballons de dilatation ont de la compliance, des bas profils, une bonne stabilité pendant la procédure et une résistance à l'éclatement. Et bien sûr, je ne laisserai jamais une sténose dilatée par ballonnet seule. Je mettrai toujours une endoprothèse. En principe, ce sont des endoprothèses montées sur ballon. Elles sont très bien fixées. Il n'y a plus le risque de larguer un stent un peu dans la nature. Ça nous est arrivé à l'époque où on crimpait, on écrasait sur le ballon. Il y a de multiples modèles. Et je suis pour un stenting primaire. Michel aussi. Et la technique monorail, qui est une technique cardiologique, je la trouve merveilleuse parce qu'on peut presque travailler seul.
On n'a pas besoin d'assistante qui vous court après avec le guide. Le monorail, c'est une technique merveilleuse pour les chirurgiens. Essayez-la. Le no-touche technique. En fait, on met un guide supplémentaire pour ne pas rentrer dans l'ostium. On est juste à l'orée de l'ostium et on peut travailler sans détacher quoi que ce soit. No-touche technique, certains la connaissent. Et voilà le résultat d'une endoprothèse sur sténose excentrée paraostiale avec un résultat magnifique. Les indications, ne vous emballez pas malgré tout. Insuffisance rénale aiguë, sténose bilatérale, un patient susceptible d'être dialysé, on peut y aller quand même là. Les indications, on en a parlé, j'insiste sur le polyvasculaire, ce sont des patients du quotidien que nous avons à traiter, il faut bien faire quelque chose. Et les résultats à long terme, d'après moi, sont bons. Les complications, vous pouvez disséquer, perforer, faire migrer votre stent, faire de la microembolisation, surtout si vous trafiquez pendant des heures dans cette artère. Attention au spasme, vous mettrez un peu de TNT ou de papavérine. La thrombose sur stent, c'est un drame. Préparez vos patients avec des antiplaquettaires et attention à ne pas donner trop de produits de contraste, vous devez l'avoir en tête dès le début. La rosténose, c'est un problème, 20% d'après toutes les techniques, d'après toutes les séries, et ça il faut en tenir compte. Par contre, plus vous traiterez des artères de gros calibre, moins vous aurez de rosténose. C'est le fameux docteur Zeller qui le dit. Donc attention aux petites artères, micro-artères. Et la rosténose intrastent sera au mieux traitée par au moins la reconnaissance de la lésion et peut-être par des stents actifs, mais je n'en connais pas à l'heure actuelle prémontés sur ballonnet. N'oubliez pas que dans les nouvelles techniques de traitement des anévrismes, vous avez des endoprothèses fenestrées et vous aurez à cathétériser les artères rénales. Regardez sur cette image un GAD4 transrénal et un stent graphe rénal qui va venir compléter une endoprothèse fenestrée avec un résultat de stent graphe rénal pendant la procédure d'exclusion d'anévrisme. Donc c'est une technique que vous devez céder de toute façon. Également pour les techniques sandwich, qui sont la recanalisation bilatérale des artères rénales par de longs stent grafts que vous laissez en proximal avec des gouttières certes, mais paraît-il ça marche. C'est le docteur Lobato de Brésil qui a inventé cette technique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Bousquet. Et on va